Salut tout le monde et bienvenue pour cette seconde partie dédiée à la rétrospective Goldorak, et aujourd'hui je vais parler de la production originale du dessin animé, et pour ce faire j'utiliserai principalement les noms japonais avec la magnifique prononciation désastreuse qui me caractérise. Grandizer, c'est donc l'histoire du combat de Duke Freed contre les forces de Vega sur notre bonne vieille terre, mais avant de rentrer dans le détail de quelques personnages de l'histoire, un petit retour sur l'équipe de production s'impose. Donc Grandizer est une coproduction Toei Dynamic Planning, la boîte de Go Nagai. Et comme pour tout dessin animé, les équipes se succèdent et il y a plusieurs sakan et ou character design. Et si Go Nagai est crédité comme inventeur, force est de constater qu'il n'est pas prépondérant dans le succès du robot géant. Les artistes les plus influents étant Kazuo Komatsubara, qui a bossé sur le Tigre dont on a eu une VHS en France, Devilman et Getter Robot, mais aussi et surtout Shingo Araki, la légende, qui était accompagné par Michi Himeno, sa collaboratrice de toujours. Et on voit bien, en fonction des épisodes, la patte de chacun. Tenez, l'épisode 1, c'est Kazuo, et l'épisode 29, c'est Araki. Vous reconnaissez son style. Il se dit aussi que l'épisode 50 était très marqué par la patte de Michi Himeno. D'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine du personnage de Maria Friel. Après, il y a eu d'autres sommités de l'animation, Toshio Mori par exemple, qui est sans doute celui qui a réalisé le plus grand nombre d'épisodes, dont le dernier. Son Duke Fluid est assez classique, je dirais, entre celui de Araki et Kazuo. Yuji Kikuchi a également fortement participé à Grandizer sur plus d'une douzaine d'épisodes. Je lui trouve un style un peu plus affirmé, assez proche d'Araki d'ailleurs. On a l'impression que ces personnages sont plus durs. Ce sont pour moi les 4 principaux, mais il y en a eu d'autres qui ont designé les personnages plus ou moins différemment. On peut citer Tetsuhiro Wakabayashi, Takeshi Shirato, Tomeko Horikawa, Kenzo Koizumi, Keisuke Morishita, ou encore Yoshinobu Aohachi. Pas facile de tout dire. Je vous ai dressé un petit tableau pour que vous puissiez voir les différentes interventions de chacun. Alors bien sûr, il y a plusieurs sakan qui se relayent, comme toute production japonaise, mais les deux plus importants qui sont aussi sur le design général de la série, ce sont Kazuo Komatsubara et Shingo Araki. Côté réalisation, pour l'ensemble des épisodes, on va retrouver Tomohiro Katsumata, lui aussi une légende de l'animation japonaise, et vous voyez à l'écran ce sur quoi il a travaillé, et notamment Senseiya. Côté scénario, on a une équipe de 5 scénaristes qui suivent les directives de Kazuo et Shingo. Le principal étant Shozo Uehara, qui a beaucoup œuvré sur la première saison. Mitsuru Mashima prend le relais assez souvent, notamment à partir de la seconde saison, comme Tatsuo Tamura, même s'ils ont travaillé sur la première saison. Et puis dans une moindre mesure, on a Keisuke Fujikawa et Toyohiro Ando sur la première saison. Donc vous voyez, la patte de Go Nagai est finalement assez faible. Côté musique, on a une bande originale de très grande qualité. À sa sortie en France, la BO de Goldorak n'a pas fait l'objet d'une vive critique. En fait, c'est surtout le générique de Enrique qui était au centre de l'attention. Mais, vous en faites pas, la BO n'était pas forcément plus appréciée par les intellectuels de France. En 1996, Jacques Aumont, critique de cinéma, a jugé la BO affreuse, la musique débile, et a exprimé que la VF était doublée à la va-vite. Alors je vais laisser de côté le doublage, j'en parlerai dans la partie 3, mais je vais m'attarder sur cette musique soi-disant affreuse et débile. La musique est l'œuvre de Shunsuke Kikuchi, un compositeur japonais qui est sans doute très mauvais vu la critique énoncée. Alors il a fait quoi lui ? Ouais, bon, personne connaît, c'est sûr, mais je vous en reparlerai certainement un jour alors. Kamen Rider, Albator, Dragon Ball et Dragon Ball Z, ah oui quand même. Et puis le bonhomme, il a reçu le prix international pour Dragon Ball et Dragon Ball Z par la JASRAC, la SACEM japonaise. Par contre, c'est vrai qu'il a son style très orienté shonen, avec l'utilisation volontaire d'un ensemble musical restreint, fait de cuivre, de percussions et quelques instruments à cordes, notamment des violons. Les structures de ces mélodies sont simples, mais pas simplistes pour autant, et pas du tout débiles. C'est un artiste très talentueux, et son travail sur Grandizer est excellent.
Cela étant, il est vrai que dans Grandizer, les musiques ne sont pas utilisées au mieux, elles sont parfois tronquées, voire placées au mauvais endroit. Par exemple, sur l'épisode 1, on a un changement brutal en pleine bataille. Alors peut-être que ça n'aide pas à les apprécier, mais pour autant, cela ne remet pas en cause leur qualité. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article sur la musique que j'ai mis dans la description, c'est super intéressant. Et je me refuse complètement de le plagier. Je vous renvoie à l'excellent article donc de Hervé Delahaye, un vrai connaisseur qui vous expliquera à quel point la musique est dantesque. En ce qui me concerne, la BO de Goldorak rentre dans mon top 10 personnel. Je les aime presque toutes et aucune ne se dégage réellement. Mais généralement, ce sont les premières notes que j'adore, que ce soit l'opening, ou encore celle-ci. Ou bien celle-là. Mais je pense que ma préférée, c'est celle qui accompagne souvent les scènes où Duke Fried court vers Grandizer. Voilà, elle est géniale. Alors je ne vais pas aborder tous les personnages de la série, sinon j'y passerai beaucoup trop de temps, mais je vais m'attarder sur les principaux combattants de chaque camp, 4 gentils et 4 méchants. Et je reviendrai sur 4 adversaires de Grandizer qui m'ont marqué. Alors c'est pas la peine de me dire que j'ai oublié de parler de tel ou tel personnage, je le sais, je connais parfaitement la série, je peux pas parler de tout le monde, j'évoque simplement ceux qui m'ont marqué, étant petit dont je me souvenais. Et forcément, il y en a plein qui ne correspondra pas à votre choix. Par exemple, je vais pas parler des amours d'Actarus. Mais n'hésitez pas à mentionner ceux qui vous ont marqué dans les commentaires. Duke Fried est le héros de la série, extraterrestre, prince de sang, il dispose de capacités physiques hors normes, il saute haut, il court vite, et il dispose d'un pouvoir utilisé une seule fois, celui de voir à travers la matière de manière télépathique. D'ailleurs en VO, cela s'appelle ainsi. Alors que dans la VF, c'est une fonction de Goldorak. Maintenant, tu ne sais plus où se trouve notre otage. Si j'utilise le translucidateur, je saurai. Il est possible qu'il utilise la même technique dans l'épisode 20, quand il joue aux cartes avec Dan Bay. Il aime les arbres, les oiseaux et les fleurs, on lui donne 25 ans environ, c'est un jeune homme posé, sérieux et traumatisé par la guerre ayant détruit sa planète. D'ailleurs, au début de la série, il est plutôt réfractaire à l'idée de combattre, il ne veut pas. Et c'est assez mal traduit par la VF. Je défendrai cette terre que j'aime. Je ne veux pas qu'elle devienne une planète morte. Je la sauverai. Pour affronter ses ennemis, il revêt une tenue de combat en prononçant tout simplement son nom. Tenue de combat qui est quand même bien stylée, il faut l'avouer. Ah, en voilà une question qu'elle est bonne. Alors, il existe un débat, mais qui n'en est pas vraiment un, puisque la réponse a été donnée par Gonagai lui-même. Doit-on dire Duke Fried ou Duke Fried? Et vous voyez que dans ma rétro, j'utilise un peu les deux. Bon, selon Gonagai, cela devrait se prononcer Fried, car cela viendrait du nom Siegfried, le héros de la mythologie nordique. On peut d'ailleurs voir le nom écrit Fried dans le jeu vidéo de Banpresto, dont je vous parlerai dans la 5e partie. Et pourtant, bon nombre de personnes disent Duke Fried. Et moi le premier, c'est en préparant cette rétro que je me suis aperçu de mon erreur, et j'ai eu beaucoup de mal à le dire autrement. Alors j'ai essayé de faire un R roulé pour faire un mélange des deux, en essayant de me rapprocher de la VO, mais avec un résultat très mitigé. Comme on dit, chasser naturel, il revient au galop. Et comme les japonais prononcent les R comme des L, il est vrai que le Fried a tendance à devenir Fleed, voire Flido. C'est le héros de Mazinger Z qui revient dans Grandizer. C'est un athlète
très bien entraîné, il est fougueux et parfois inconscient, mais dispose d'un grand sens moral. Il est un tout petit peu plus jeune que Duke Fleed. D'ailleurs, les deux héros sont fondamentalement opposés dans leur caractère et attitude, même s'ils sont animés par la même soif de justice. Son personnage va évoluer. Au début, c'est plutôt un faire-valoir, mais progressivement, et notamment avec l'apparition de son nouveau vaisseau, il aura un rôle important et complémentaire avec Duke Fleed. Nous sommes vraiment les frères de l'espace. Petite sœur de Duke Fleed, Maria arrive assez tard dans la série, à l'épisode 49. Impétueuse et jolie, têtue et pleine de vie, elle amène une touche d'inconscience qui était jusque-là plutôt l'apanage de Koji. Elle dispose de pouvoirs extrasensoriels, mais qui, là aussi, ne seront pas du tout exploités au-delà des épisodes où elle apparaît. A priori, elle est arrivée avant Duke Fleed sur Terre et essaye de récupérer Grandizer qu'elle pense être tombée entre les mains de Vega. Finalement, elle se joint à l'équipe et aura une relation ambiguë avec Koji. Alors moi, quand j'étais petit, j'ai toujours pensé qu'ils finiraient ensemble. Bon, c'est vrai qu'elle est pas majeure, mais quand même. D'ailleurs, c'était assez flagrant de constater que Koji et Maria, c'était un peu les enfants immatures et fonceurs, alors que Duke Fleed et Hikaru, c'est les parents, réfléchis et posés. Et justement, c'est une bonne transition pour parler d'Hikaru. Fille aînée de Denbei Makiba, Hikaru est une terrienne sans aptitude physique particulière. Elle est au lycée au début de la série, mais grandira et deviendra majeure. Elle est amoureuse de Duke Fleed, mais lui porte assez peu d'intérêt au final. Blessée grièvement à la fin de la première saison, elle bénéficiera d'une transfusion sanguine de la part de Duke Fleed, ce qui visiblement lui permettra d'améliorer ses aptitudes physiques et de pouvoir prétendre à une place de choix dans la défense de la Terre. Oui, c'est une dopée. Quelques épisodes plus tard, elle deviendra pilote de son propre vaisseau, ce qui fait d'elle le personnage féminin principal de la série jusqu'à l'arrivée de Maria. Et c'est plutôt pas mal introduit d'ailleurs, elle a une bonne place et elle affronte des adversaires plutôt coriaces et s'en tire plutôt pas mal. Un bon point pour la série. Vega, c'est le grand méchant de l'histoire, il est très grand et très vilain, mais finalement, c'est pas le méchant principal de la série. Il s'est autoproclamé maître de l'univers, qu'il souhaite contrôler quand bien même il a du mal à juste conquérir le petit Japon. C'est le général de l'armée de Vega, extraterrestre, il a la particularité de partager son corps avec une version féminine de lui-même, mais à la personnalité complètement opposée. Il est calme, réfléchi et très loyal à Vega. C'est un méchant, mais il n'est pas sadique pour autant, il reste focus sur l'objectif. Quant à Lady Gandalu, qui même si elle habite le même corps que sa version masculine, eh bien c'est un personnage distinct, elle est cruelle et agressive. Au début, le côté distinct est particulièrement visible car elle apparaît jaillissant du visage de Gandalu qui s'ouvre alors en deux, mais à partir de l'épisode 28, elle va changer d'apparence pour prendre la forme d'un visage féminin uniquement. Gandalu et Lady Gandalu sont souvent en conflit, elle tentera d'assassiner Vega dans le dernier épisode, mais elle est arrêtée par Gandalu, qui s'auto-suicide du coup. Bulaki est l'ennemi iconique de la première saison, c'est un capitaine, donc il est sous les ordres de Gandalu. Il est orgueilleux, mauvais, voire sadique, violent, et n'hésite pas à éliminer les gens de son propre camp qui lui font de l'ombre. Il enchaîne les échecs et finira par choisir la mort dans l'épisode final de la première saison, en jetant sa soucoupe sur Grandizer. Alors on sent qu'il apprécie davantage la présence de Lady Gandalu avec qui il partage le même sens de la cruauté que Gandalu, qu'il fera quand même évacuer avant de périr. Ministre des Sciences, Zulil apparaît à la mort de Bulaki, il dispose d'un œil électronique particulièrement efficace et sera le principal antagoniste jusqu'à la fin de la série. C'est un scientifique, avant d'être un militaire, il est froid, calculateur et très intelligent. Tout le contraire de Bulaki. Il est aussi capable de trahir ceux qui lui font de l'ombre. Au début, il est plutôt en concurrence avec Gandalu, mais finalement, ils vont réussir à s'entendre, voire même à être complices. Bon, lui aussi va enchaîner les échecs. On lui connaît un fils qui mourra en protégeant son père. Alors Naida apparaît dans l'épisode 25, c'est une extraterrestre directement issue du passé de Duke Fleed, survivante de sa planète, mais elle a été reconditionnée mentalement par Vega pour détruire Grandizer. Elle est montrée comme une jeune femme magnifique, souvent mélancolique, et avait une relation très forte avec notre héros. Naida va prendre conscience de la manipulation
et se retournera contre Vega. Dans cet épisode, Duke Fleet ne combat pas, et j'étais plutôt marqué par la fin particulièrement triste, car c'était ça aussi Grandizer. Alors plus que le personnage, c'est surtout l'épisode dans son ensemble qui m'a marqué. Haruk, ou Atlas en français, est au service de Vega et va subir une sorte de compression moléculaire pour devenir un gamin et gagner la confiance du petit Golo. On voit très vite que c'est un combattant noble qui déteste faire du mal aux animaux et aux enfants. Son mecha est aussi ultra stylé je trouve, et le combat est très sympa. Grandizer en viendra quand même à bout, reconnaissant la noblesse de son adversaire. Le hic, c'est que son passage chez Vega est peu expliqué. Il a lutté contre Vega, et puis il s'est mis à son service sans que l'on sache exactement pourquoi. Ministre de la Défense, Bantos apparaît dans l'épisode 51, son apparition est très courte, mais c'est dans l'épisode suivant qu'il va prendre toute son importance. Bantos est le génial inventeur des animaux cybernétisés géants, et notamment de King Gory qui va infliger une sévère dérouille à Grandizer, lui arrachant le bras. Je le trouve très bien dessiné et plutôt charismatique, et on pouvait penser qu'il allait devenir un personnage récurrent. Mais c'était compté sans les deux autres acolytes qui se débarrassent de lui car jugés trop compétents. Ah bah c'est un peu comme ça dans la vraie vie en fait, hein. On se débarrasse des gens performants pour éviter de nuire aux incapables qui sont aux commandes. Morse est un ami d'enfance de Duke Fleet, mais lui aussi a subi un lavage de cerveau par Vega, et croit que son ancien ami est responsable de la destruction de sa planète. Du coup, forcément, il va l'affronter, mais notre héros refuse de combat, et Morse prendra le dessus. Mais Vega avait pris ses dispositions en intégrant une bombe dans son costume. Duke Fleet réussit à le sauver, Morse retrouve la mémoire et est désolé d'avoir voulu attenter à la vie de son ami. Mais ça, on comprend qu'après qu'il lui est tiré dessus, car au début on croit qu'il a voulu tuer Duke Fleet, mais en réalité il s'est rappelé que son arme disposait d'une capacité spéciale permettant de guérir le bras irradié de notre héros. Je loue le ciel de m'être souvenu que ce rayon inversait les effets du lasernium. Finalement il prendra la direction de la base de Vega pour tuer le grand méchant, mais une deuxième bombe placée dans son vaisseau explose. Ce qui en fait une fin différente de la VF, puisque dans la VF on comprend qu'il se suicide et fait exploser son Nanterac. Mais j'ai eu la pensée de tuer mon ami et je n'ai plus ma place en ce monde. Adieu, prince de Fleet. En VF, vous le savez, on parle de Golgoth, d'Anterac et de Monstrogoth, avec une distinction entre les engins pilotés ou non par des êtres vivants. En VO, il n'y a rien de tout cela. Les Golgoth et Anterac sont des Enbanju, des monstres soucoupes ou monstres nefs traduits en français. Les Monstrogoth sont des Vega-Ju, c'est-à-dire des monstres de Vega. Quant à leur nom, si en français ils ont juste un numéro, en VO ils ont un véritable nom répété deux fois, comme Jiru-Jiru ou Garu-Garu. Généralement, ce nom est soit dérivé de leur planète d'origine, soit d'une caractéristique qui leur est propre. La consonance, assez humoristique qui en découle à la prononciation, était totalement voulue par les auteurs. Le terme Golgoth s'est plus ou moins imposé dans notre langue pour désigner des armoires à glace. Ce mot trouve sans doute son origine dans le nom propre Golgotha, tiré de l'araméen et de l'hébreu qui peut se traduire aussi par calvaire ou crâne. C'est une colline où l'on crucifiait les condamnés à mort dans l'Antiquité, dont le fameux Jésus. Mais vous voyez déjà l'influence de Goldorak, hein. Le terme Golgoth, lui, est resté. Grandizer suit la mécanique traditionnelle du tokusatsu avec l'affrontement du monstre de la semaine. Cela étant, bon nombre d'épisodes font avancer l'histoire et je vais essayer de vous résumer l'ensemble. Sachez néanmoins que contrairement aux critiques de l'époque, le manichéisme n'est pas si clair que cela. Alors oui, Vega c'est le méchant et Duke Fleet le gentil, mais ce dernier va souvent affronter de nouvelles têtes avec des motivations bien moins maléfiques. Je ne vous apprends rien en vous expliquant que Grandizer narre l'histoire de Duke Fleet donc, ou Daisuke Umon, rescapé de la planète Fleet, qui a été détruite par Vega. Duke Fleet s'enfuit à bord de Grandizer pour rejoindre la Terre. L'origine de Grandizer est variable entre la VF et la VO. Dans la VF, Grandizer est un prototype créé pour conquérir Fleet, donc créé par Vega. Le grand stratégaire qui avait poussé la technologie jusqu'à une perfection diabolique avait conçu le prototype d'une effroyable machine de guerre. Il l'avait appelé Goldorak. Mais dans la VO, c'est différent, bien qu'il y ait une contradiction. Ainsi, dans les épisodes 25 et 49, on apprend que Grandizer est le gardien protecteur de Fleet.
フリード製の守り神。フリード製の守り神。 Alors que dans l'épisode 2, il nous est expliqué que c'est Vega qui a utilisé la technologie de Fleet pour construire Grandizer et s'en servir pour conquérir l'univers. ものにしたベガ大王は恐るべき戦闘マシン、これがグレンダイザーだ。 Mais bon, il a admis aujourd'hui que la véritable origine de Goldorak, c'est la création par le peuple de Fluid. Alors Duke est recueilli par le professeur Genzo Umon, en japonais donc, qui dirige le centre de recherche spatiale et travaille au ranch du Boulot Blanc en compagnie de Danbai Makima et de ses enfants Hikaru et Goro. Dans le premier épisode, on découvre tout de suite Koji qui arrive avec sa soucoupe de merde, faut le dire. Il croise une navette de Vega, rencontre Daisuke avec qui il se prend la tête et finalement Vega se dévoile ainsi que Duke Fluid qui prend les commandes de Grandizer cachées dans les sous-sols du centre. Koji découvre très vite la double identité de Daisuke et décide de rester au centre pour aider à combattre les troupes de Vega installées sur le camp de la Lune Noire. Grandizer part donc affronter les différents monstres envoyés par Vega et son premier gros combat viendra dans l'épisode du Festin des Loups avec le terrible Capitaine Goman, qui est le Capitaine Janus en VF. C'est dans l'épisode 7, et il vient lui donc de la fameuse et célèbre garde royale, la division ruine en français, qui a détruit Fluid. Goman prend le commandement direct en lieu et place de Bulaki et attaque Grandizer. La bataille est terrible et ce dernier est proche de la fin, jusqu'à ce que Bulaki trahit Goman. Grâce à cela, Grandizer arrive à s'en débarrasser. Alors ce ne sera pas la dernière fois que notre héros fera face à un personnage issu de son passé. Peu de temps après, il retrouve Mineo, Eurydice en français, venant de la planète Ruby, Concordia en français. Elle obtient pour mission de se suicider à l'aide d'une bombe près de Grandizer sous prétexte de conserver un pacte de non-agression entre son monde et Vega. Alors finalement elle s'y refuse bien sûr, elle est tuée par Vega et fait promettre à Fluid de protéger sa planète Concordia, ce qu'il fait. Et à noter que c'était la première fois que je voyais Goldorak pratiquer la position du missionnaire. Fluid est même trahi par Koji dans un épisode. Bon, il est vrai qu'il s'est fait un peu laver le cerveau, c'est dans l'épisode 18, et c'est dans ce même épisode qu'on découvrira la célèbre route numéro 7. Un peu plus tard, Hikaru finira elle aussi par découvrir la véritable identité de Daisuke Umon. Cette même Hikaru qui sera très utile dans l'épisode 27 puisque Bulaki va réussir à mettre en fuite Grandizer et conquérir le centre, à défaut du monde. La fille de Danbai l'emmènera sur une fausse piste pour gagner du temps et permettre à Duke de réparer Grandizer. Finalement, Duke sauvera Hikaru et exterminera Bulaki. Il sera remplacé ensuite par Zolelu dès le début de la saison suivante. De nouvelles intrigues s'installent et Daisuke va faire face à bon nombre d'ennemis et parfois même se retrouver dans des situations particulièrement complexes. On pense notamment à l'épisode 52 où Grandizer fera face à King Gory, un animal transformé et robotisé en monstre géant. C'est durant cette deuxième saison que la patrouille des aigles va naître avec la jonction au fil de l'eau de 3 nouveaux vaisseaux, Double Spacer, l'Alcorak, le Marine Spacer, Venusiac, et le Drill Spacer, Phosphorak. On découvre également que Duke Fluid a été blessé gravement au bras et subit les effets de la radioactivité, ce qui le condamne à une mort certaine. Comme d'habitude, les combats vont se succéder, Maria Fluid, la sœur de Duke, débarque sur Terre, elle se voit attribuer donc le Drill Spacer. Vega use des pires roublardises pour vaincre nos héros, utilisant la mère et le père de Duke, sa fiancée, son ami d'enfance et son petit chien. C'est vraiment dans l'histoire le petit chien ou vous me faites dire des conneries là? Finalement, Duke Fluid sera guéri de sa terrible blessure grâce à Morse. Il anéantira Vega dans les derniers épisodes et retournera sur sa planète radioactive avec Maria Fluid. Pour résumer, le dessin animé contient 74 épisodes divisés en 3 saisons. Chaque intersaison est constituée d'un double épisode qui clôture la saison précédente et ouvre la saison suivante. Ce sont les épisodes 26 et 27, puis 52 et 53. La première saison est celle de la découverte. On intègre la plupart des personnages, on explique un peu le background de Duke, on découvre Grandizer, la série se met en place avec quelques épisodes fil rouge. La seconde saison est celle du bouleversement, beaucoup de choses changent, la mort de Bulaki, l'arrivée de Zulil, la création de la patrouille des aigles avec l'émancipation d'Hikaru et l'arrivée de Maria Fluid. La blessure de Duke Fluid, il y a plein de choses. Enfin, la troisième saison ronronne un petit peu malgré qu'elle commence avec un super épisode et elle se termine assez platement, je trouve. Je m'attendais vraiment à plus grandiose même quand j'étais petit. Mais bon, c'est que mon avis. Au-delà des épisodes réédités en version filmique, la Toei a produit 2 vrais films mettant en scène Grandizer et d'autres robots. Le premier, sorti en mars 1976, oppose Grandizer et Great Mazinger.
Cela étant, il n'y aura aucun des personnages principaux de Great Mazinger. Le scénar est pas transcendant. D'abord ils se battent, car Great Mazinger est piloté par un vilain, et puis après Koji le récupère, et il défonce le dit vilain. Simple, mais bon, au final, je l'aime bien celui-là. En tout cas, je l'aime mieux que le deuxième film, sorti en 1976, en juillet pour être précis, au Toei Manga Festival, et associe Goldorak et plusieurs robots. Great Mazinger, Getter Robot, le double spacer, l'Alcorak, et les femmes robots en VO, Yunas et Diana. Ils affrontent un monstre marin assez mal designé, je trouve, le Dragonosaure, qui nous vient directement de l'Antiquité et qui a été contaminé par la pollution et le déversement de pétrole. Ouais, c'est un film écologique. Les gentils s'allient et ils fracassent le méchant. À noter quand même que dans ce film, Duke Fleet apparaît un peu comme le leader naturel du groupe, ce qui est plutôt un gage de son importance. Et ça s'entend aussi avec sa popularité, car on entend souvent que Grandizer était un four au Japon, alors que pas du tout en fait, c'est même un succès là-bas. Il a bien réussi. Mais alors, d'où vient cette fausse idée? Eh bien c'est le site goldorakgo.com qui nous en donne une réponse. En fait, l'échec supposé doit être vu de manière relative. Grandizer a très bien marché au Japon, avec des audiences comparables à Mazinger Z, et les produits dérivés se sont bien vendus. Sauf qu'il faut bien comprendre que Grandizer a été conçu comme une machine de guerre commerciale. Un gros budget, beaucoup d'épisodes, une forte communication, plein de promesses et forcément une énorme attente qui ne s'est pas confirmée. À côté de cela, il faut ajouter quelques situations un peu compliquées, comme le rôle secondaire de Koji, ou l'insertion un peu foireuse de Hikaru, qui d'une paysanne devient un pilote de la patrouille des aigles, même si j'ai beaucoup aimé. Cela étant pour nous français, c'était une révélation, même si la fin m'a un peu laissé sur ma faim. Alors, c'était la sensation de cette année, pour tout fan du robot cornu, l'arrivée en juillet dernier d'un reboot que j'ai pu regarder. Et je parle bien d'un reboot et non d'un remake. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, car je ferai certainement une vidéo bonus sur le sujet quand j'aurai tout vu, simplement quelques mots. Mitsuo Fukuda est à la réalisation, il est notamment connu pour Gundam Seed. Le scénario est assuré par Ichiro Okuchi, lui son œuvre la plus célèbre c'est Code Geass, le louche, et enfin pour le character design, on retrouve Yoshiyuki Sadamato, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo Kill la Kill. Lui il est célèbre pour Nadia et Evangelion, donc en fait c'est une grosse équipe qu'il y a derrière. Alors beaucoup ont été perturbés par le nouveau design, pas moi, c'est une remise au goût du jour par rapport au standard actuel, ça me choque pas, et cela n'empêche pas une bonne histoire. Beaucoup de gens se demandaient aussi qui pouvait être ce personnage supplémentaire, Telona. Bon, il fait clairement référence à la première version de Grandizer dont j'ai déjà parlé dans la première partie. Et ils ont aussi pensé à intégrer la petite amie d'Alcor, Sayaka, pourquoi pas. Alors que dire? Pour l'instant je suis encore un peu mitigé. Je trouve déjà qu'ils ont remis un peu de cohérence et renforcé le lien avec Mazinger, ce qui est pour moi quelque chose de très positif. Quand on sait que Grandizer et Mazinger évoluent dans le même univers, c'est logique que les deux apparaissent au final. Surtout que Duke Fleet arrive sur Terre 2 ans avant les événements de Grandizer, donc pendant la série Mazinger. Et cela s'est traduit à l'écran. Et rien que ça prouve que les auteurs ont tenu à respecter les racines de l'œuvre d'origine. Comme tous les animés post-2020, j'ai un peu plus de mal avec l'animation. Je la trouve trop rigide, pas assez punchy. Un simple exemple, la transformation de Duke Fleet. Il est droit comme un piquet, notre héros. On dirait qu'il a un balai dans le cul. Très différent du style fluide et agile du dessin animé d'origine, je trouve. Alors bien sûr, l'ensemble a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Alors visiblement, le scénario reprend la trame de la série avec une nuance. Au début, Duke Fleet est amnésique, ce qui me fait penser au manga de l'auteur Ota. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre Grandizer et la Terre, et ça aussi on le voit très clairement dans le manga Ota. Mais je vous en reparlerai dans la partie dédiée. Il introduit enfin un, et même plusieurs nouveaux personnages, et il approfondit le background de Duke Fleet, et c'est plutôt intéressant. Donc je vous réserve une analyse complète, un peu plus tard quand j'aurai tout vu. Mais avant d'aborder ce sujet dans une partie bonus, il y a la troisième partie avec laquelle je vous donne rendez-vous, car oui, j'en ai fini avec celle-ci. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, oui, je vous ai pas parlé de Grandizer et de la patrouille des aigles. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Eh bien ça, vous le découvrirez en allant jusqu'au bout de la rétrospective. Alors abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et rendez-vous pour la troisième partie.